final, pour les marques, c'est aussi une question de débloquer du budget. On débloque du budget pour mettre plus sur Meta ou sur Google, mais il y a toujours cette réticence à débloquer un peu plus de budget pour de la créa. Ouais, souvent l'argument un peu, choc qu'on fait en général pour pousser l'UGC, c'est quand on a par exemple un compte où on voit qu'on recycle tout le temps les mêmes audiences. On leur dit que l'UGC, c'est le moyen justement d'aller chercher des nouvelles audiences, des nouveaux, personas, quoi. Globalement, vous pouvez vous dire qu'une vidéo qui vous arrête, vous, Ouais. potentiellement va arrêter, aussi, les personnes que vous souhaitez cibler. J'ai notamment un client en tête où le fait d'avoir, lancé des UGC a vraiment débloqué, pas mal de choses. On a vraiment réussi à réduire le CPA, à augmenter les achats, etc. Et du coup, comment faire? Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils qui sont top, notamment Atria, TrendTrack. On utilise aussi beaucoup la veille organique parce qu'on a beaucoup de concepts un peu novateurs finalement qui viennent de l'organique. Cadrer l'organisation, donc vraiment le fait, tu as un brief, mais comment tu le transmets extrêmement bien et de manière extrêmement fluide à ton créateur. Et derrière, une fois que tu as les rushs, ben, comment tu fais un montage de qualité. Là, depuis 2-3 mois, je pense que ça roule extrêmement bien et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui avec Madeleine qui fait son grand retour. Tu étais venue, je pense, il y a quelques mois pour parler de brief créatif et aujourd'hui, tu vas justement nous en parler aussi, mais pour un autre sujet qui nous a beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est la création des UGC, puisque ça a été pas mal responsable de la croissance du studio et on a produit, je pense, à peu près 300, 400 peut-être, je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de volume, mais on a Ouais. vraiment, vraiment poncé le format un maximum et on s'est vraiment rendu compte, nous-mêmes qu'on avait plein de choses à apprendre à ce niveau. Enfin, voilà, on apprend toujours des choses Mmh. et que, créer un UGC performant, ça ne s'improvise pas. Que ce soit, l'idée, le concept, la production, le choix du créateur, le brief, travailler avec des monteurs, c'est toute une organisation et aujourd'hui, je suis content de te compter parmi nous pour en parler à tous ceux qui nous écoutent. Eh ben oui, moi aussi, super contente, de revenir, dans le podcast et surtout pour parler de ce sujet parce que je suis pas mal dessus, en ce moment et tout au long enfin, depuis janvier, en fait. Depuis qu'on a lancé, on va dire un peu le studio. Comme tu le disais, ça a vraiment fait partie, des leviers, en fait, pour le studio, la création des UGC donc trop bien d'en parler aujourd'hui. Pour Voilà. toi, qu'est-ce qui a changé entre, tu vois, cette année et l'année dernière? Parce que l'année dernière, on produisait déjà des UGC entre guillemets, mais là, on a vraiment passé à un stade à ce niveau-là et c'est vrai qu'en termes de temps de production, en termes même de concept, on a passé un cap. Ouais, je pense qu'en fait, on faisait déjà des UGC auparavant, donc c'est vrai qu'on le faisait, de manière un peu anecdotique, pour certains clients, pour certains briefs, pas chaque mois et cetera et je pense que ce qui a changé depuis janvier, c'est qu'on a vraiment cherché à, un peu l'industrialiser, enfin du moins à faire des process vraiment, complets, de A à Z, que ce soit de l'idéation, de la recherche du créateur, à la production après qu'on fait nous ou qu'on délègue. Et du coup, il a vraiment fallu regarder un petit peu toute la chaîne logistique, on va dire ça comme ça. Et c'est ça où on a dû vraiment bosser pour pouvoir l'industrialiser, comme je disais, et faire en sorte que ce soit quali, peu Ouais. importe le nombre d'UGC qu'on a à produire chaque mois. Et, euh, et ouais, je dirais que c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vite vu les résultats chez nos clients. À ton avis, pourquoi ça a été un format central, on va dire, dans la production et même dans l'apport de résultats sur les comptes? Ben, je pense que ce qui a fait que ça a eu un impact aussi important, c'est, enfin, notamment, en fait, ça fait partie des bonnes pratiques, méta aujourd'hui de diversifier un maximum les formats, les concepts et cetera et donc le fait d'intégrer de la vidéo sur des comptes où on n'en avait pas forcément avant, où c'était peut-être beaucoup de statique, beaucoup de carrousel ou alors de la vidéo, motion design ou alors très, brandée et cetera. Le fait d'amener de l'UGC qui est un concept vraiment authentique, où on parle de différentes manières du produit, où on peut adresser différents niveaux de awareness, etc. On a vu vraiment la différence sur certains comptes où on a intégré l'UGC. On a vu qu'on avait des résultats assez impressionnants, que ce soit au niveau du CPA et même au niveau de la répétition, enfin toutes ces métriques-là qu'on peut regarder. Et donc c'était vraiment important comme changement, quoi. Donc c'était bien de Ouais, l'avoir je comprends. fait. Mmh.
Donc pour la plupart des comptes que tu gères, l'UGC, c'est je pense que c'est le format le plus utilisé ou en tout cas celui où il y a le plus de dépenses. Je sais pas si tu peux confirmer ou ça dépend vraiment finalement? Je pense que ça dépend encore un petit peu du niveau, on va dire, enfin, je dirais d'éducation, mais c'est même pas encore tellement ça. C'est en fonction des clients, en fait. C'est vrai que l'UGC, parfois, ça fait un peu peur. Ça fait plus cher à produire qu'une statique. C'est plus compliqué dans la logistique, etc. Donc, on a parfois des clients qui sont un peu encore réticents à l'utiliser. Je sais plus quelle était la question, mais oui, au niveau du spend, notamment au niveau des résultats, on voit que c'est des concepts qui prennent tout de suite plus de place que, par exemple, des statiques ultra simples finalement. Enfin, voilà, chaque concept a son objectif dans le compte et chaque concept a sa place, mais c'est vrai que l'UGC en a une très grosse, quoi. Ouais, mais c'était une de mes questions. Tu vois, c'est qu'est-ce que l'UGC permet de faire qu'une statique ou un motion ou un carrousel permet pas forcément de faire sur ton compte méta? Ouais, bah, disons que l'UGC, on va vraiment pouvoir encore plus varier, que ce soit le créateur, le contexte, le moment de vie, les personas, les angles et cetera. Enfin, sur de la vidéo, sur une vidéo qui dure, 1 minute, on peut faire varier un maximum de choses dans la vidéo et on peut, vraiment, dérouler un argumentaire, ce qu'on ne peut pas forcément faire, dans une statique où on va avoir, une tagline, une photo et ça s'arrête là, quoi. Sur l'UGC, on peut vraiment mettre en place des stratégies totalement différentes aussi en fonction du niveau de awareness. On va faire différentes structures d'adblocks, ce qu'on appelle nous, donc différentes étapes au sein de la vidéo en fonction de qui on adresse et de l'étape du funnel dans laquelle on est aussi, ce qui n'est pas Mmh. possible forcément avec la statique. Ouais. Par contre, j'ai quand même l'impression que pour créer, un UGC comme pour une statique, finalement, les règles de base sont les mêmes. C'est savoir un peu qui est ton persona, quel est le niveau de conscience, quel est ton objectif, c'est quoi ton angle. Mm. Mais, mais ça, justement, c'était une de mes questions, c'est sur les stades d'awareness, est-ce que tu déploies sur tous les stades d'awareness? Admettons que tu dois lancer une stratégie UGC pour un client. Est-ce que dès le départ, tu fais tous les stades ou tu vas juste faire les stades peut-être plus haut de tunnel que tu peux pas forcément faire facilement avec la statique? Ouais, c'est ça, c'est une bonne remarque. Pour moi, l'UGC, ça va être surtout important dans une phase où les personnes, l'audience n'est pas encore éduquée, par exemple, par rapport à une problématique ou un produit. Donc là, le fait d'utiliser un UGC en haut de funnel, c'est vraiment idéal. Et je dirais donc ouais, plutôt en haut de funnel, mais après, ça ne nous empêche pas, par exemple, avec un même UGC, d'en faire soit des variantes un peu plus courtes où on garde peut-être que la fin de la vidéo avec le CTA pour des audiences plus froides. Et du coup, on va pouvoir décliner cette vidéo un peu pour toutes nos étapes du funnel, quoi. Mais Ouais, ça, c'est un bon type. Donc avec une même vidéo, tu as déjà, expérimenté sur le fait de l'utiliser en haut de tunnel et en bas de tunnel, mais en faisant varier, le hook, la structure ou le CTA. ouais, ça, on le fait de plus en plus pour justement capitaliser sur des top créas qui sont plutôt haut de funnel, mais quand même réussir à les réutiliser tout au long du parcours, quoi. Ouais. Moi, il y a une autre chose que j'ai remarqué, plutôt par rapport à tous les UGC que je dois valider avec vous, c'est qu'on fait de plus en plus enfin, on fait appel à une variété de créateurs de plus en plus importante, beaucoup Mmh. plus que l'année dernière. Est-ce que Ouais. du coup, toi, tu remarques que les marques, elles investissent plus, enfin, comment dire, elles ont augmenté leur budget UGC parce qu'il faut travailler avec plus de créateurs par rapport où avant, où ils avaient leurs deux trois créateurs favoris, mais que ça ne suffit plus forcément à Andromeda vu qu'un créateur égale plus ou moins une audience, un persona qu'on souhaite cibler. Oui, c'est ça. Je pense que, on a vraiment fait un travail en amont auprès de nos clients avant de leur proposer l'UGC, en leur disant que, l'UGC, c'était intéressant pour, vraiment adresser des cibles différentes et qu'il fallait, comme tu le disais, que nos créateurs, ressemblent à l'audience qu'on veut toucher. Donc ça suppose de prendre des créateurs, plus ou moins jeunes, une audience féminine, une audience masculine, enfin voilà, vraiment de faire varier, les créateurs à ce niveau-là. Et du coup, elles sont éduquées à ça. Elles savent qu'elles sont obligées de diversifier un maximum en fonction de leur persona pour qu'ils se sentent vraiment concernés. Donc, je pense qu'elles ont un petit peu plus de facilité aujourd'hui, oui, à débloquer du budget parce qu'elles ont compris l'enjeu en fait d'avoir une diversité de créateurs pour pouvoir tester, pour pouvoir
Ouais, maximiser ouais. les résultats, quoi. Au final, pour les marques, c'est aussi une question de débloquer du budget. On débloque du budget pour, mettre plus sur Meta ou sur Google, mais c'est toujours, il y a toujours Mmh. cette réticence à débloquer un peu plus de budget pour de la créa. Mais quand on sait que c'est pour, bah, toucher d'autres cibles, c'est toujours plus facile que quand c'est, pour, augmenter le nombre de statiques ou d'UGC sur le compte avec le même créateur ou le même, format, même C'est ça. concept. Mmh. Ouais, souvent l'argument un peu, choc qu'on fait en général pour pousser l'UGC, c'est quand on a par exemple un compte où on voit qu'on recible tout le temps les mêmes audiences, où on commence un peu à saturer l'audience et cetera, où on a du mal à aller chercher des nouvelles audiences tout simplement. On leur dit que l'UGC c'est vraiment, le moyen, on va dire, facile, enfin même si c'est pas facile, en soi de faire des UGC, mais c'est le moyen justement d'aller chercher des nouvelles audiences, Oui. des nouveaux, personas, quoi. Ce qui est le Donc cas, hein. ouais, Il y a pas beaucoup plus de solutions. Avant, c'était les audiences dans Meta, le fait de changer un peu les ciblages, de changer des règles d'attribution ou de paramétrage et maintenant, c'est plutôt au niveau, créa et au niveau, bah, justement ouais. UGC parce que ça débloque d'autres types d'audience. Peut-être une dernière question pour, terminer le contexte sur les UGC avant qu'on parle vraiment sur, bah, comment trouver des bonnes idées d'UGC, comment les scripter et surtout comment les itérer. Est-ce que tu as des exemples concrets, peut-être qui viennent de nos clients, où le fait de passer à l'UGC ou d'augmenter la production UGC a permis ben, de justement d'avoir un avant-après en termes de résultats? Oui, 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 j'ai notamment un client en tête où le fait d'avoir lancé des UGC a vraiment débloqué, pas mal de choses. On a vraiment réussi à réduire le CPA, à augmenter les achats et cetera, et tout ça parce que grâce aux UGC, on a pu adresser 2 personas différents alors que, à l'origine, on en avait potentiellement un seul, et le fait d'avoir, justement, des UGC avec des créatrices, plus ou moins âgées et cetera, c'est ce qui nous a vraiment permis de débloquer toute une audience et plein d'angles adaptés à cette audience-là grâce à l'UGC, quoi. OK, parfait. Peut-être une dernière question, qu'on n'avait pas forcément prévue, mais, quel genre d'erreurs on a faites en termes de production UGC sur les 6 derniers mois? Vu que comme on disait en début de podcast, bah, qu'on a fortement augmenté la production. Ben, je pense que l'erreur qu'on a faite, ou du moins, la chose qu'on aurait pu prévoir et qu'on n'a pas forcément prévue, c'était, un peu le goulot d'étranglement à partir d'un moment où en fait, oui, on veut mettre en place plein d'UGC et cetera, mais ça demande du temps à la fois sur la recherche des créateurs, la négociation avec eux sur leurs prix et cetera, leur envoyer, les bons fichiers Drive avec, le script, les bonnes indications de tournage, et cetera, enfin tout ce dont elles ont besoin pour tourner au niveau des créateurs. Donc ça, c'est la partie goulot d'étranglement, au niveau du créateur. Et il y a aussi toute la partie, montage et comment on fait pour monter, est-ce qu'on, internalise, est-ce qu'on externalise? Si on externalise, quelle est la l'organisation qu'il faut mettre en place? Je pense que c'est là où on n'avait pas pris au départ tout le l'étendue du du Oui, projet, on va dire, et oui, on a beaucoup progressé depuis. Mais je pense que si, en tout cas, vous voulez vous lancer dans l'UGC, il faut bien avoir, tout ça en c'est tête. ça. Cadrer l'organisation, donc vraiment le fait, tu as un brief, mais comment tu le transmets extrêmement bien et de manière extrêmement fluide à ton créateur et derrière, une fois que tu as les rushs, ben, comment tu fais un montage de qualité? Est-ce que tu le fais toi? Est-ce que tu as un pool de monteurs qui sont disponibles? Parce que parfois, ils sont en vacances, parfois, Mmh. c'est pas le bon, parfois, c'est pas le bon fit et donc c'est vrai Ouais, que ça a créé des soucis comme tu as dit. Alors c'était pas, enfin, je pense que ça a même pas été forcément beaucoup remarqué par les clients pour qui on fait beaucoup de GC, mais je sais qu'on a eu, parfois des petits retards, qu'on aurait pu éviter parce que, on n'était pas mmh. encore prêt et là depuis 2 3 mois, je pense que ça roule, extrêmement bien et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ouais, c'est ça exactement. Je pense que l'enjeu de cette vidéo, c'est vraiment de partager aussi nos apprentissages. On a galéré un petit peu pendant quelques mois, mais là maintenant ça y est, on a sorti la tête de l'eau, donc c'est bien de partager, notre retour aussi, à ceux qui voudraient le mettre en place, quoi. C'est ça. Non, c'est la difficulté, c'est vraiment ce qui est la production. Écoute, moi, je vais peut-être te poser une question sur vraiment, bah, les idées. En fait, comment tu trouves, des idées d'UGC, comment tu trouves des bons concepts? Parce que finalement, l'UGC, tu as le créateur, tu as Mmh. le script, mais pour moi, le plus important, c'est comment dire? C'est pas juste un témoignage face caméra, il y a un concept derrière, il y a une idée et c'est Ouais. jamais simple de trouver la bonne, surtout qu'on travaille sur des dizaines de comptes maintenant, donc.
Et Pour oui, oui, adapter c'est un ça. peu la strat. Bah, c'est ça, c'est de trouver l'idée et surtout de trouver l'idée, pas forcément, l'idée la plus, comment dire? La plus en vogue, la plus trend, la plus, comment on peut dire ça? Enfin, on pourrait trouver des idées sur TikTok et cetera, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais le plus important, c'est que l'idée corresponde bien, à notre persona et au type de contenu qu'il va, à l'origine, consommer. Parce qu'en fait, si de base la publicité ou le concept, du GC ne correspond pas à notre persona, il va directement, swiper et on va plus en entendre parler, quoi. Donc trouver l'idée, mais surtout trouver l'idée qui correspond à ton persona, à ta marque, à ton secteur d'activité, ça c'est super important. Et du coup, comment faire? Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des outils qui sont top, notamment Atria, Trendtrack. On utilise aussi beaucoup la veille organique parce qu'on a beaucoup de concepts un peu novateurs finalement qui viennent de l'organique. Et donc, on utilise tout ça. On le booste un petit peu à l'IA pour voir ce qu'il est possible de faire pour essayer de scraper un petit peu les top concepts ou qu'on peut voir un peu partout chez les concurrents plus précisément. Et une fois D'accord. qu'on a trouvé des idées qui nous semblent en tout cas adaptées à nos personas, là on va vraiment identifier la structure de ce concept, etc. pour le reproduire ou l'adapter à notre client, quoi. C'est ça. Ouais, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on rentre justement dans le détail de exactement ce que tu as dit. Comment on Mmh. utilise Traintrack ou Atria pour, trouver ces idées, pour trouver ces concepts, Ouais. pour comprendre aussi pourquoi, le concept fonctionne, la structure et cetera. La veille organique, est-ce que tu as des outils, ou est-ce que tu le fais juste manuellement et si oui, c'est quel genre de critères tu vas utiliser pour trouver, un concept? Et dernièrement, comme tu disais, c'est, comment enfin, moi, c'est plus moi qui ai cette question-là, comment identifier si un concept a du potentiel, d'être testé? Mmh. Ça, c'est une bonne question. C'est pas facile d'y répondre parce que c'est un peu, toi et ta sensibilité, ton instinct de ce qui a déjà marché sur le Ouais. compte, et cetera. Donc c'est assez, personnel, mais je pense qu'on pourrait quand même savoir, faire une petite checklist ou autre pour, se dire que ce concept-là va fonctionner parce que telle ou telle chose. Mais du coup, oui, donc comment on fait pour regarder tout ça sur Traintrack et Atria? Pour ce podcast-là, je me suis dit que ce serait intéressant de voir notamment un concept qu'on voit beaucoup en ce moment et qu'on a pas mal testé là ces derniers temps et qui marche très bien, c'est le yapping. Je suis partie de ce cas d'école-là, donc comment on scripte l'UGC, en gros le yapping. Et du coup, la première étape, c'est justement la veille publicitaire, donc ce qu'on disait, donc avec Atria, Trendtrack et la veille organique. Du coup, Atria ou Trendtrack ou même Motion, en fait, c'est très facile de faire des boards par client où vous allez pouvoir enregistrer tous les concepts, que ce soit statique ou UGC qui vous intéressent, et les garder en mémoire pour après pouvoir les utiliser plus tard, pouvoir les analyser, etc. Et que ce soit sur Trendtrack ou Atria, vous avez des moyens en fait de filtrer ou du moins de trouver quels sont les top concepts, que ce soit de vos concurrents ou d'une marque en particulier dont vous trouvez la stratégie créative top. Et pour ça, vous allez regarder plusieurs indicateurs, notamment le spend, la durée d'activation et le nombre d'impressions, donc le reach, pour voir un petit peu quels sont potentiellement les top créas. Donc si la créa elle tourne depuis un certain temps, qu'elle a un niveau de spend élevé, que le nombre d'impressions continue d'augmenter, vous pouvez vous dire que c'est une de leurs top créas. Et sur Trendtrack, il me semble qu'on peut voir aussi le nombre de fois où une créa ou une concept a été dupliquée ou du Ouais. moins a été itérée. Donc là aussi, c'est un bon indicateur. Ouais, je te confirme. Ça, je trouve que c'est un indicateur encore plus intéressant, peut-être même enfin, à croiser avec les impressions. C'est que plus une ads fait de l'impression, plus elle est dédupliquée, plus Mm. forcément, ça veut dire que sur le compte, elle a l'air d'être, enfin, ça a l'air d'être un top performeur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et du coup, pour revenir sur la veille organique, nous, on a je sais plus si je l'ai déjà dit, mais on a l'outil Parker qu'on peut, c'est en fait c'est une IA qui va scraper un petit peu tout ce qui se fait en organique et qui va pouvoir aller chercher des concepts et des vidéos adaptées à notre client parce qu'il est éduqué sur notre client, nos personas, nos angles, etc. Donc ça, c'est Parker. Et sinon, on peut même le faire à la main
où en fait, moi, de temps en temps, je vais sur TikTok, je mets des mots-clés, adaptés à ma marque, par exemple, ou au type de produit que je veux vendre et je vais voir un petit peu comment, les créateurs de contenu sur TikTok en parlent, quels sont, le type de témoignage ou le type de concept, qu'ils utilisent et pour voir si c'est réplicable, sur de l'Ads et généralement, c'est des concepts qui marchent plutôt bien, des concepts qui proviennent de l'organique, parce que c'est très authentique et ça fait pas publicité. Donc en fait, on n'a pas ce filtre, publicitaire, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est c'est souvent, intéressant. sous-estimé l'organique et est-ce que tu as aussi des comme pour la veille sur Atria ou sur Trendtrack, des indicateurs type: «Ah tiens, je regarde le nombre de vues ou le nombre de commentaires ou le type de commentaire». Est-ce que c'est un truc que tu fais aussi, si tu fais une veille organique? Oui, oui, bien sûr. Bah, du coup, sur, l'organique, tu peux, bien sûr regarder tout le contenu qui existe, mais il faut aussi se concentrer sur des contenus où il y a un grand nombre de likes, un grand nombre, d'impressions, qui a beaucoup fait, interagir aussi et les commentaires, ça peut être aussi une source, d'angles aussi ou d'objections à aller traiter par rapport à un secteur d'activité en particulier. Donc ouais, vraiment une bonne pratique de regarder, également les commentaires, sur les vidéos en organique. OK, parfait. Il y a encore des conseils que tu peux donner pour l'identification de concepts, sur lesquels tu peux t'inspirer, que toi tu fais au quotidien quand tu dois trouver des idées de concepts? Ouais, bah, je dirais enfin, ça, c'est encore une fois, assez personnel et ça demande un peu de pratique, on va dire, de visionnage, de regarder beaucoup de contenu. Mais, globalement, vous pouvez vous dire qu'une vidéo qui vous arrête, vous, Ouais, potentiellement va arrêter, aussi, les personnes que vous souhaitez cibler. Donc je sais que moi, par exemple, quand je scrolle, le soir sur mon téléphone et que je vois une ads qui m'interpelle parce que le hook est super bon, beh, je sais que je vais direct l'enregistrer et je vais, direct penser à comment je vais pouvoir, l'appliquer à tel ou tel, de mes clients, et cetera. Donc en OK, fait, vous pouvez tout le temps faire de la veille, enfin, dans notre vie de tous les jours, on est tout le temps, on a tout le temps des publicités qui pop un peu partout, donc bien y ouais, penser et bien les enregistrer, quoi. Et surtout ouais, les analyser après pour voir comment elles sont construites. Et c'est la 2e étape du coup, parce qu'une fois qu'on a identifié, un top concept, c'est pas enfin c'est bien, mais il faut savoir après comment on va, l'utiliser. ouais, Donc là, c'était du coup mon 2e point, enfin mon étape, 3. C'est qu'une fois que vous avez trouvé un concept, vous allez pouvoir, par exemple, demander à Google AI Studio. Donc pourquoi Google AI Studio? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une des seules IA qui est capable vraiment d'analyser la vidéo, donc ce qui se passe dans la vidéo, ce qui est dit et cetera. Donc c'est pour ça qu'on utilise, cette IA-là et vous allez lui demander d'identifier la structure d'adblock de la vidéo que vous voulez, reproduire. Donc là, j'ai fait le test et je vous ai mis également le prompt ici, mais je ne sais pas si on va bien voir, on pourra vous l'envoyer, par ouais, après. je peux Heu, zoomer un peu. mais en gros, très simplement, on va dire à l'IA, comme à chaque fois, on va lui donner du contexte. Donc on va lui dire, «Tu es créative stratégiste senior pour une marque de santé féminine et je veux que tu analyses la vidéo publicitaire de cet annonceur et que tu identifies sa structure d'adblock». Et on va lui demander de détailler chaque étape de la vidéo pour qu'il nous explique un petit peu l'argumentaire qui est utilisé OK, et pourquoi ça fonctionne. Donc lui, après, il va mouliner et là, je vous ai mis le résultat. Donc on a bien toute l'analyse de la structure d'Adblock. Donc on nous dit, voilà, il y a le hook, qu'est-ce qui se passe dans le hook, quel argument est utilisé, pourquoi ça fonctionne, etc., etc. Et cetera. Et ça pour toutes les étapes de la vidéo. Donc OK, une fois qu'on a ça, on est hyper content parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'adapter à notre client, à notre persona, etc. Donc c'est l'étape 4. Nous, ce qu'on fait, c'est que dans Claude, on a un projet par client et potentiellement un projet par tâche qu'on veut lui faire faire. Donc là, en l'occurrence, c'est une tâche briefing, scripting. Et dans ce projet-là, briefing, je lui ai déjà donné au préalable toutes les informations sur la marque, sur mes personas, sur les angles, sur la manière de faire un bon script, enfin voilà, plein de contextes pour qu'il arrive à faire correctement la tâche du coup que je vais lui demander. ouais, Et du coup, bah, l'analyse qu'on a demandé à Google AI Studio de l'autre vidéo concurrente, on va pouvoir lui envoyer. On va lui demander d'analyser la structure d'adblock concurrente
et on va ensuite lui donner un prompt pour lui demander de l'adapter à notre client, à notre persona, à notre produit, à notre niveau de awareness, enfin on va dire, les prérequis pour qu'il puisse bien faire notre script avec tous les niveaux de test que vous voulez avoir dans votre script. Et on va lui dire, bah voilà, je veux que tu m'écrives le tableau sous forme de 3 colonnes, enfin le script que vous voulez, en fonction du niveau de précision que vous voulez. Mmh. Et on arrive à ça, du coup, avec la rédaction du script par l'IA, où on a bien les différentes étapes du script, avec ce qui est dit donc en audio, la direction visuelle, donc ce qu'on voit, et si jamais vous avez précisé que vous aviez des mentions légales à afficher à telle ou telle étape de la vidéo, il peut vous les mettre aussi ici, ou ça peut être simplement une colonne texte à superposer, par exemple. Et on a du coup ce résultat final-là. Donc, en partant d'un concept concurrent, on a fait le script qu'on a envoyé à une créatrice qui nous a du coup reproduit pour notre client, pour notre produit, le script yapping qu'on lui a envoyé, quoi. C'est presque magique tout ça. Est-ce que quand tu récupères un script de la part de Claude, comment tu l'analyses pour voir si ça a bien respecté, la structure, s'il y a bien les informations, que tu voulais sur l'angle, les bénéfices, les USP? Mm. Est-ce que parfois tu as des erreurs? Est-ce que tu en as pas? Est-ce que tu as une grosse vérification à faire? Ça m'intéresse de savoir, vraiment le retour terrain. Ouais. Bah, alors oui, forcément, quand on envoie à Claude toutes les informations, du premier coup, il va pas nous faire un script nickel, à moins qu'il ait été beaucoup Entraîné. entraîné, que vous fassiez ça toute la journée, et cetera. Donc il y a souvent des petites erreurs à corriger. Donc tu le disais, c'est bien de vérifier quand même qu'il a utilisé les bons angles, qu'il a utilisé la bonne structure. Et là où je dirais où il y a le plus de travail à faire, c'est notamment au niveau des indications de tournage et de montage ici, donc Ouais. dans la direction visuelle, parce que Claude généralement va vous faire un truc un peu basique. Il va pas vraiment aller rechercher ce qui va se passer dans la vidéo, quel hook visuel vous allez pouvoir faire. Donc il y a pas mal de choses à revoir à ce niveau-là. Souvent, c'est pas suffisamment précis comme indication pour que le créateur sache que là, ben, par exemple, c'est un face caméra, ou là, c'est un b-roll avec une voix off superposée, ou bien là, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais enfin, il n'y a pas suffisamment d'indications. Et pareil, c'est important pour le monteur ensuite qui va monter la vidéo de savoir à quel moment il doit, par exemple, intégrer une image ou un b-roll, etc. Donc là, il y a du retravail à faire, mais petit à petit, quand vous le faites régulièrement, ça va de mieux en mieux. Mais bien sûr, il faut toujours quand même vérifier ce qu'il fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Est-ce que pour chaque client, tu as une sorte de garde-fou, c'est-à-dire des choses à faire et ne pas faire? Donc dire: «Tiens, revérifie chaque script en te basant sur, les do's et les don'ts que mon client m'a donné pour être Mm. sûr que le script est bien conforme», tu vois, à comment dire? Certaines règles légales, des choses qu'eux, ils veulent pas voir dans les scripts. Et puis comme tu as dit, c'est vrai qu'une fois que tu as le script, ben, il faut bien qu'il y a un brief pour le créateur et là, je suppose que tu as je sais pas si c'est un autre prompt ou un autre skill qui Mmh. s'occupe de ça? Bah, du coup, pour ce qui est du garde-fou, c'est une très bonne idée. Je le fais pas forcément, enfin je le fais moi directement manuellement, mais en effet, on pourrait tout à fait mettre en place un skills ou autre sur Claude pour le faire directement. Ce que je fais généralement, bon, ça dépend un peu de la typologie du client, mais je lui demande quand même de vérifier notamment les mentions légales, Ouais. en lui disant d'aller chercher, par exemple, si la personne dit ça, il y a telle mention légale associée, est-ce que tu es sûr que tu as bien fait le matching entre ce qui est dit et les mentions légales qu'on doit afficher? Donc ça je le fais. Et la deuxième partie, c'était oui, du coup, nous, on essaie de faire le script le plus complet pour qu'il y ait qu'un script pareil pour tout le monde. Donc en Mmh. fait, on fait le travail une seule fois de la manière la plus complète possible pour pouvoir l'envoyer de la même manière au créateur, qu'au monteur, qu'après le creative stratégiste qui va analyser. On ne veut pas multiplier les scripts et voilà. OK, ça Pour les marche. différentes parties prenantes, parce que ça risque, enfin, on peut multiplier les erreurs, quoi. Donc on préfère OK. avoir un seul script à faire valider au client
et après qu'on envoie de la même manière à toutes les parties prenantes, comme je disais. OK. Pour ceux qui veulent se lancer dans le scripting UGC, sachant qu'on a déjà fait une petite presse en montrant les prompts vraiment très simplifiés, quels sont les éléments absolus que toi que tu veux voir dans un script? Comme ça, les Mm. personnes qui créent des scripts savent, plus ou moins les choses qu'il doit y avoir dedans. Alors du coup, ce qu'il doit y avoir absolument dans le script, c'est déjà tous les éléments, dont vous avez besoin pour la stratégie créative et l'analyse des tests que vous allez faire. Donc c'est la même chose pour, des statiques. Je vois que tu fronces les sourcils. En gros, pour chaque, créa que vous allez produire, que ce soit une statique ou un UGC, vous allez faire une hypothèse. Donc on a une hypothèse par créa, produite. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la base de la stratégie créative. Mais Mmh. pour ça, vous allez devoir identifier les différentes composantes de votre créa. Donc c'est la même chose pour l'UGC. Pour chaque script que vous allez faire, vous allez devoir avoir un persona ciblé, un niveau de awareness, un produit, un angle, un concept, qui est bien défini et bien mis en avant, si on peut dire ça comme ça. Je vois, ouais. Mmh. Et après, en termes de scripting plus tourné vers la production, du coup, vous allez, par exemple, avoir un nombre d'itérations de hooks. Donc ça, c'est ce qu'on conseille généralement de faire, d'avoir plusieurs hooks différents pour maximiser les chances que vous ayez une des vidéos UGC qui fonctionne. Et vous allez avoir un script, du coup, en plusieurs parties, donc qui vont reprendre en fait les structures d'adblock que vous avez identifiées, par exemple, chez vos concurrents, ou au fur et à mesure que vous allez avoir des top créas vous-même sur votre compte, vous allez pouvoir analyser toutes ces top créas et vous allez pouvoir identifier une structure d'adblock qui marche à chaque fois. Donc là, à chaque fois, vous allez reproduire la même structure et faire varier, par exemple, le persona, le concept, l'angle, mais vous allez garder globalement la même structure. Et ensuite, il y a les différentes colonnes ici, donc avec le plan ou la séquence. Donc, est-ce que c'est le hook? Est-ce que c'est la problématique? Est-ce que c'est la démonstration produit? Est-ce que c'est le CTA qui correspondent à la structure d'adblock? C'est ce qu'on entend, donc ce que la personne dit ou ce que la voix off dit, et ce qu'on voit à l'écran. Donc, est-ce que c'est un face cam? Est-ce que c'est un b-roll? Est-ce que la personne marche? Est-ce que la personne fait telle ou telle activité? Et la partie plutôt texte à superposer sur la créa. Donc, si généralement il y a dans 99% des cas des sous-titres, donc c'est peut-être pas forcément la peine de le préciser. Mais si vous avez du texte, comme par exemple ici en plus, vous pouvez le mentionner pour que le monteur sache qu'il doit ajouter du texte. OK. Et Donc en gros, si je comprends bien, tu es vraiment ultra précise dans le script pour que le monteur, il passe à côté de rien enfin, qu'il passe à côté de rien du tout. le but, c'est vraiment, pour optimiser ça et industrialiser, on va dire, la production du GC, c'est d'avoir le moins d'allers-retours possible. Donc que OK. ce soit, côté créateur, on ne veut pas avoir, 10 000 questions du créateur qui nous demande: «Mais là, du coup, je dois faire quoi? Et là, j'ai pas bien compris ce que je devais dire, à quel moment, machin». Donc ça, on veut absolument éviter. Et pareil pour le monteur. Le monteur, pour lui, ça doit être clair qu'à tel moment, il doit faire ça et à tel moment, il doit ajouter ça, et voilà. Donc après, bien sûr, il y a toujours des allers-retours, notamment quand on doit faire valider au client, puisque là, le client a encore un regard supplémentaire sur la créa, mais on veut éviter un maximum d'allers-retours. Donc pour ça, on est obligé d'aller dans ce niveau de détail, quoi. OK. Est-ce que les scripts sont différents que tu fasses un UGC ou un FGC? Non, pas spécialement. Après, OK. ce qu'on peut faire varier, mais c'est valable un peu pour tous les UGC, pour les FGC en fonction du persona, c'est peut-être le ton utilisé ou le vocabulaire. Par exemple, pour une même marque, si on fait un UGC et un FGC, on va peut-être pour le FGC privilégier un ton un peu plus professionnel, ou et encore que ça se discute, mais voilà, qui est quand même un argument d'autorité, donc un ton un peu plus professionnel sur le FGC plutôt que sur l'UGC qui va être plus authentique. Mais sinon, non, globalement, c'est la même manière de faire. OK, ça marche. Bah, écoute, je pense que tu as presque fini, en tout cas pour la prod, pour l'organisation de la prod. Moi, je Ouais. m'intéresse aussi, c'est une fois que tu as un format qui marche bien en UGC, comment tu l'itères? Donc quand je dis comment, c'est, sur base de quels indicateurs tu analyses la performance de l'UGC? Comment Mmh. tu sais que tu dois itérer un UGC par rapport à un autre, qui a marché aussi? Tu fais des itérations sur base de quoi? En fait, comment tu sais si tu dois itérer le hook, la structure?
l'angle, le créateur? Ouais, c'est une bonne question et c'est souvent là que «ça coince» entre guillemets quand on sait pas trop vers où aller. Déjà concernant les indicateurs à regarder quand, vous analysez un UGC, c'est, donc pour la partie, on va dire, performance créative, ça va toujours être, le spend, le CPA, savoir si le CPA est au niveau du CPA cible, s'il y a un nombre suffisant d'achats. Ça, globalement, c'est pareil pour toutes les créas. Donc une fois que que la créa remplit ces trois points, donc un niveau de spend suffisant, un nombre d'achats suffisant dans le CPA cible, vous pouvez considérer que c'est une top créa ou une créa winner, ça dépend un peu comment vous les appelez. Et ensuite, du coup, vous allez regarder d'autres KPI, donc notamment des KPI un peu plus portés sur la créa en elle-même, donc notamment le CTR, donc le taux de clic, le hook rate, le hold rate, le hook click rate. C'est les principaux que je vois. Et concernant le hold rate, vous pouvez même aller plus loin en regardant le hold rate. On peut regarder le hold rate 90%, le hold rate 50%, le hold rate 20%. Je vois, Donc ouais. en gros, c'est combien de personnes ont regardé 90% de la vidéo, combien de personnes ont regardé 20% de la vidéo, et on peut voir à quel moment de la vidéo l'attention chute, par exemple. Donc ça, Ça, c'est intéressant. ouais, ça, c'est un super indicateur pour voir justement si, à une étape de la vidéo, vous avez perdu la totalité de l'audience. Donc là, c'est peut-être qu'à ce moment-là, fallait pas parler de telle ou telle chose ou alors, enfin, réduire les étapes pour éviter de perdre l'attention. Enfin, voilà, du coup, on peut, en fonction de ce que nous disent ces indicateurs-là, faire différentes hypothèses. Par exemple, si mon hook rate est faible, je vais me dire, bon, bah, peut-être que mes 3 premières secondes de la vidéo, elles sont pas optimales. Je vais pouvoir essayer d'autres hooks pour essayer d'améliorer mon hook rate. Ou alors, du Ouais. coup, comme je le disais pour le hold rate, si vous voyez qu'à un certain moment de la vidéo, vous perdez l'attention de l'audience, vous allez pouvoir retravailler un petit peu la structure ou alors le rythme de la vidéo en ajoutant des b-rolls, de la musique, des effets sonores. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire plusieurs modifications comme ça. Et au niveau du CTR, donc au niveau du taux de clic, ça peut vraiment être un peu toute la vidéo au global. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent qu'on clique ou qu'on ne clique pas forcément sur la vidéo. Mais un des quick wins qu'on fait généralement, c'est de changer l'appel à l'action. Donc en fin de vidéo, par exemple, pour avoir un appel à l'action qui est plus fort et qui invite plus au clic. Mais si vous n'avez pas un CTR très important, ça peut aussi vouloir dire que votre audience n'est pas encore assez engagée dans son parcours d'achat ou qu'elle a un niveau de awareness un peu trop élevé. Donc du coup, elle va pas forcément cliquer. Mais vous avez d'autres indicateurs, par exemple, qui peuvent être positifs à côté de ça, qui vous montrent que la créa a quand même fonctionné. Ouais, c'est vraiment, ça peut vite être complexe quand on t'écoute, sur tous les indicateurs, enfin, si je suis, honnête, mais après, voilà, Ouais. c'est notre manière de fonctionner. Moi, ce que je peux rajouter, que j'aime bien, c'est vrai que c'est important le taux de clic, mais ce qui est encore plus important, c'est la qualifica les est-ce que les clics sont qualifiés? Et donc le Mmh. fait de regarder si ces clics mènent à des ajouts au panier ou mènent à des achats, c'est un Mmh. indicateur qui est bien de regarder, je pense, qui s'appelle, click to purchase ou click to add to cart. Ça, c'est Ouais. bien aussi. Et c'est vrai qu'après, comme tu dis, il y a plein d'indicateurs, ou click rate, ou crate. C'est bien de les regarder. Pour moi, il faut les regarder selon des moyennes, simplement. Comme tu dis, si le hook rate il est faible par rapport à la moyenne, ben, c'est qu'il y a sûrement un Mmh. enjeu à ce niveau-là. Mais vraiment, j'insiste, au final, le plus important, c'est est-ce que ça amène des clics qualifiés. Et, Mmh. et ça, c'est, je pense, des choses que qu'il faut regarder en priorité quand on voit qu'un UGC marche bien. Ben, c'est sûrement lié au fait que ça attire des clics de bonne qualité. Ouais, et je pense qu'il y a peut-être une petite précision qu'on doit faire aussi, parce que on parlait tout à l'heure du fait que les UGC, généralement marchent très bien en haut de funnel. C'est vrai. Typiquement en haut de funnel, l'audience est encore froide, il y a un niveau de awareness qui est faible, et cetera. Donc on peut comprendre qu'à cette étape-là, on n'ait pas encore beaucoup de conversions, et il se peut que notamment le CPA soit un peu plus élevé que le CPA cible sur vos vidéos Oui, UGC. Mais c'est important quand même de faire attention à ne pas forcément couper les UGC qui sont un petit peu au-dessus de votre CPA cible, parce que potentiellement, ce sont ces vidéos-là qui drivent ensuite tout le trafic sur les autres créas
plus, middle of funnel ou bottom of funnel. Je sais pas Ouais. si c'est clair? Ouais, ouais, tu as bien fait de le dire maintenant parce que je pense que ça allait trop embrouiller, l'audience. On dit: «Ah mais il faut que ça soit dans le CPA», mais en fait, si c'est un peu plus élevé que le CPA, ça marche aussi. Moi, je pense Ouais, que pour vraiment réconcilier, tous les avis, les UGC généralement qui dépensent beaucoup et qui ont, des bonnes métriques, de diffusion, généralement, c'est des bons candidats. Après, c'est vrai que si le CPA, il est 3 fois plus élevé que la moyenne, c'est qu'il y a un problème, évidemment, mais oui. comprenez que, le CPA n'est pas l'indicateur principal. C'est ça, tout à fait. Surtout quand il s'agit des vidéos UGC. Oui, Faire c'est ça. attention. Non, exactement. Les statiques, là, c'est autre chose. Les statiques, là, c'est bête et méchant. C'est Mmh, bête et méchant, ça marche pas. c'est ça. OK, bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, d'ensemble sur les UGC et sur, comment faire, bon, finalement, comment faire un bon UGC. Je pense que c'était ça le vrai thème de l'épisode du jour. Est-ce que, tu as 2-3 petits conseils, pour terminer l'épisode ou un petit résumé rapide pour ceux qui nous écoutent, afin peut-être de l'appliquer ou d'améliorer leur stratégie actuelle? Oui, bah, du coup, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est que, les UGC, ce sont vraiment des concepts qui sont très importants, à utiliser en haut de funnel, surtout si vous avez des enjeux de saturation d'audience, si vous voyez que vous plafonnez un petit peu. C'est vraiment un concept à tester, en tout cas, pour essayer d'aller chercher des nouvelles audiences, notamment en faisant varier les créateurs et les angles et les personas. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous vous lancez dans, la création d'UGC, il faut vraiment réussir à penser dès le départ à l'industrialiser, enfin du moins à faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible entre les créateurs, le monteur, etc. Et du coup, de faire en sorte d'avoir des scripts les plus complets possibles pour justement vous faire gagner du temps sur les allers-retours qu'il peut y avoir sur ce style de créa qui peuvent vite devenir chronophages et un peu contre-productifs si on met un mois et demi à sortir un UGC, finalement, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Mmh. Ouais, c'est Voilà, ça. je dirais ça pour conclure. Allez, parfait. Moi, je dirais aussi, basez-vous aussi sur les idées qui ont déjà marché, les angles, les structures qui fonctionnent bien sur votre compte. En fait, le concept, c'est une chose, mais la structure, ce que tu dis dedans, bah, si tu regardes bien les grosses marques, ils disent toujours un peu les mêmes choses dans le même ordre, à peu près, une fois qu'ils ont trouvé leur Ouais. structure. Je sais pas ce que tu en penses? C'est ça, une fois qu'ils ont trouvé leur structure, qui fonctionne à tous les coups, pourquoi, se compliquer la vie? Ils vont juste, faire varier les créateurs, faire varier le contexte, les moments de vie. Donc c'est-à-dire, ils vont faire, une vidéo avec un créateur le matin, quand il se lève, une autre vidéo, avec un créateur, le soir quand il va chercher ses enfants à l'école ou dans sa voiture et après, c'est parti quoi. Il y a enfin, on peut faire Non. beaucoup de diversité créative avec même un même script en vrai. C'est ça. Enfin, Non, la clé, c'est de trouver tes messages, l'ordre des idées et une fois que tu as ça, comme tu dis, tu fais varier, les créateurs, les moments de vie, les concepts, les mises en scène et cetera. C'est une sonde connectée qui reproduit chez vous les mêmes protocoles qu'en cabinet de kiné. Vous l'insérez, vous lancez l'appli et vos exercices de rééducation périnéale commencent. Amy, c'est une sonde connectée. Je fais mes exercices chez moi en 10 minutes pendant que bébé dort. C'est comme un jeu vidéo, mais pour mon périnée. Et en 3 semaines, j'ai senti la différence. Merci Madeleine, c'était trop cool de t'avoir à nouveau sur le podcast. On a hâte de te retrouver et pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, ben merci, merci à tous. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, si ça vous a plu. yes, ben merci à toi pour l'invitation encore une fois et à plus tard pour un Avec prochain épisode peut-être? avec grand plaisir. Salut à tous, salut Madeleine. Salut.